J'aime bien le slot juste après déjeuner. Bonjour à tous. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Et puis, certains vont s'endormir, mais d'autres vont imaginer ce que c'est que la vraie vie. Vous savez, l'odeur des machines à injection de plastique, quand on a pris le train à 6 heures du matin dans l'usine. La vraie vie, pas du tout les salles d'ordinateur. D'où vient le lean? Certains y arrivent, là? Alors, c'est quoi le lean? Ah. Ben Eh oui, donc on n'a pas appris depuis qu'il fallait expliquer. Non, c'est pas ce bouton-là non plus, vas-y, c'est celui-là. Parce que ça change sur l'écran, mais pas sur le mien. Oui? Ah. Il faut revenir en arrière. Ouais, ok, super. Donc, le lean, je suis plus un spécialiste de la traduction que du lean véritablement. Ça fait maintenant 17 ans que j'étudie, pas tant Toyota en tant que tel, mais comment Toyota a formulé son propre système, comment ils l'ont appliqué chez leurs fournisseurs, c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse, et comment des gens qui ne sont pas dans l'industrie, donc les DSI, prennent ces concepts. Donc en fait, pour définir ce que c'est que le lean, essentiellement, ça s'appelle le Toyota Production System dans le groupe Toyota. Et à l'extérieur du groupe Toyota, ça s'appelait Lean. Pour la petite histoire, les chercheurs qui cherchaient... Vous savez, Lean, ça évoque le Greyhound, quelque chose qui est agile, rapide, fluide, musclé. Vous voyez le truc, non? Ils ont réussi à trouver le seul mot qui ne se traduit en aucune langue au monde. Alors, c'est quoi le Lean? La définition du Lean, ce n'est pas ce qu'on croit. Nous, quand on pense système, on pense à quelque chose qu'on va plaquer pour que les gens l'appliquent. Et on l'a pensé pendant de nombreuses années. D'ailleurs, les premières applications ont copié Toyota en disant on va voir chez Toyota. Et puis oui, nous on fait de l'informatique, mais c'est pas grave, il y avait des malades dans les années 80. On va appliquer ce que fait Toyota. Mais c'est pas comme ça qu'ils ont conçu leur système. Eux, leur système, et ça c'est la première définition qu'ils en ont donnée dans les années 70, c'est une série d'activités interconnectées, d'activités. C'est quelque chose qu'on fait faire aux gens. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est des exercices à la maison. Vous avez votre travail normal, et en plus de votre travail normal, on va vous faire des activités qui vont vous faire réfléchir au gaspillage que vous créez vous-même pour les éliminer. Donc vous voyez, leur notion de système n'est pas du tout la même que la nôtre, et ça paraît évident quand on vous le dit maintenant, mais on a mis quand même plus de 10 ans à s'en rendre compte. Et du coup, attention, le Toyota Production System n'est pas du tout le système de production Toyota. Le système de production Toyota, c'est comment Toyota se débrouille pour produire des voitures. Le Toyota Production System, c'est cet exercice d'entraînement, c'est ce jogging quotidien, vous voyez, c'est ce programme de sport qu'il s'impose pour le faire évoluer. Vous me suivez sur la différence? Et du coup, quand on essaie de copier le Toyota Production System, on a des mauvaises surprises, parce qu'ils ont leur raison très spécifique, automobile, japonaise, que vous voulez, de faire ce qu'ils font. Et après, quand on explique aussi que maintenant ça marche ou maintenant ça ne marche plus parce que regardez ce qu'il y a Toyota, ce qui arrive à Toyota, pareil, on ne comprend pas. Le TPS est un idéal de fonctionnement qu'on s'applique à soi-même pour s'améliorer. Et c'est une révolution pour nous. Et je pèse mes mots, je ne dis pas ça comme ça. Je m'y suis intéressé pour ça. Quand je faisais ma thèse, je cherchais justement une rupture de paradigme. Et en fait... Paradigme, ça fait beaucoup de syllabes, ça. Et ça ne court pas les rues. Parce que dans l'ensemble, les gens qui travaillent ensemble, ils ont la même vision. Et en fait, dans l'ensemble, ce qui est de plus en plus surprenant, c'est que dans le business, on a tous la même vision. C'est une vision qui est forgée par Ford et Sloan, et qui est une vision essentiellement tayloriste, dans laquelle vous, mesdames et messieurs, êtes un des agents principaux. Vous ne le saviez pas. Vous savez que vous êtes les agents du taylorisme ? Pour amener ça de l'usine dans les services. Alors l'idée du taylorisme est très simple. Sur le terrain, M. Taylor nous raconte, on a dit beaucoup de mal de lui, mais lui, ce qu'il cherchait, c'était un moyen de résoudre les contradictions entre le management et ses employés. Il voulait enrichir les gens. Mais donc, il y a des gens qui charrient du charbon. Et puis il dit, donnez-moi un ingénieur. Donnez-lui une assistante.
payez-lui une blouse blanche, et des modes de calcul et toutes ces choses-là. Et vous verrez, il va tellement bien organiser les gens que tout sera beaucoup plus productif. Donc on construit des organisations où d'abord on met un ingénieur, puis un peu de qualité, un peu d'IT. Enfin, vous reconnaissez le schéma. Quand on fait du Lean, on se met une cellule Lean. Et la pensée de base, c'est que les gens intelligents vont organiser le travail des idiots. Ils sont bêtes, ils travaillent de leurs mains, ils ne sont pas là pour travailler avec leur tête, c'est clair. Donc on a une séparation en plus, c'est que ces idiots, il faut bien les manager quand même. Donc on leur met des chefs. Et aux chefs, qu'est-ce qu'on demande aux chefs? Il faut que ça tourne. Ce qu'on dit dans une usine autonome, c'est que tout le monde est autonome, sauf le patron d'usine. Parce que lui, pour 2000 €, il faut qu'il aille signer une demande d'invest au siège. Donc on a une hiérarchie qui est relativement dépossédée de ces modes hiérarchiques, parce que tout ce qu'on lui demande, c'est de faire fonctionner le truc. Et c'est défini par des gens qui sont en staff. Et alors la beauté de l'IT, c'est qu'avant, on savait faire ça assez bien en usine. Vous y voyez les temps modernes, le gars en blouse blanche, le chronomètre qui organise le poste de travail, vous le voyez bien. Mais qu'est-ce qui nous a permis de faire l'IT? De faire ça dans les services. Parce que maintenant, il est derrière son écran, il doit suivre le workflow et les menus déroulants, et puis il ne peut plus rien faire. Et je ne dis pas de mal du taylorisme, ça nous a donné 3% de productivité par an depuis 1880. Ça nous a sans doute évité la révolution du prolétariat. Les enfants des opérateurs de l'époque sont devenus instits, leurs enfants ont fait du marketing, leurs enfants, c'est vous. Donc c'est pas mal. Non, je ne dis pas de mal du taylorisme. Mais ça détonne d'effets secondaires qui sont très désagréables et donne des inconvénients. Et Toyota, cherchant à faire la même chose que Renault et PSA à l'époque, enfin Peugeot à l'époque, c'est-à-dire cherchant à maintenir une indépendance alors qu'ils étaient petits, alors qu'il venait de leur arriver quelque chose quand même au Japon, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, tout ça, il y a prescription, c'était au siècle dernier, mais quand même. Ils voulaient garder leur indépendance et fabriquer des automobiles japonaises, et pas simplement sous licence de Ford ou Nissan. Et ils sont partis dans un autre schéma, complètement différent, qui est de dire, c'est la ligne hiérarchique qui va utiliser les outils, les méthodes d'analyse du taylorisme. On se sépare, on arrête cette histoire de, il y a le gars qui pense et le gars qui fait. Tout le monde pense. Tout le monde. Et ils sont très sérieux là-dessus. Tout le monde, jusqu'au veilleur de nuit, doit penser. On ne veut pas simplement les mains des gens, on veut leur tête. Et ça change tout. Mais c'est un peu difficile à organiser. Alors, ça vous donne des choses un peu bizarres. Par exemple, dans une usine que je connais qui est en Afrique du Sud, quelle tête ça a du point de vue SI? C'est assez surprenant. Donc, ce sont des gens dans l'automobile qui font des projets de développement qui sont assez conséquents. Et le SI dont ils se servent, c'est Excel. C'est vrai, hein? Par contre, ils se servent de logiciels de simulation extrêmement sophistiqués pour tester certains points. Autre truc très surprenant dans une usine Toyota, puisqu'on parle d'eux, dans une usine Toyota, il n'y a pas un système qui centralise les stocks qu'on a dans l'usine. Alors, vous n'êtes pas des gens d'usine, mais les gens d'usine, ils vous regardent et ils disent c'est pas possible. Parce qu'ils ont appris leur métier maintenant de nos générations, derrière leur MRP, où ils regardent la télé, ils rentrent dans la babasse, qui vous dit où l'ordinateur pense que sont les stocks. J'ai pas encore perdu j'ai fait toujours le même pari. Je vous parie la bière, on en prend un au hasard, on va voir dans le hangar, et vous allez voir que c'est pas comme l'ordinateur pense. Comme ils ont j'ai pas encore perdu la bière. Mais dans une usine Lean, il n'y a pas de système d'information qui centralise cette information. C'est très bizarre. Par contre, on a des cartes Kanban, tout l'ordonnancement est fait avec des cartes en carton ou en plastique. Tout l'ordonnancement de l'usine est fait avec ça. Par contre, on a besoin d'informatique. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'informatique, on a besoin pour compter les cartes. Pourquoi on a besoin pour compter les cartes? Donc l'instruction de production est une carte, puis on produit une boîte, une carte, une boîte, une carte d'une nouvelle référence, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de recentraliser le comptage des cartes? Parce qu'on ne veut pas dire aux gens comment travailler, ça, ils suivent les cartes. Par contre, s'il nous manque des cartes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Donc on se sert de la puissance de l'automatisation pour regarder les écarts et pas pour ordonnancer.
Je vous ai tous complètement paumés. Hein. Je vais arrêter de vous parler d'usine parce que... Et en fait, ce qui se passe, c'est ça. C'est que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que des meilleurs processus vont vous donner des meilleurs résultats. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, c'est le moment de le dire. On va faire tourner les caméras et vous pourrez vous exprimer. Non? Vous êtes tous d'accord? Tous? On est tous d'accord. Par contre, là où le Lean est complètement différent, c'est que nous, on pense que pour améliorer nos processus, ce qu'il faut faire, c'est en acheter un meilleur. Donc je fais mon shopping, je vais voir les consultants, je lis les bouquins, je fais des visites, je dis « Ah, cette façon de faire le truc, c'est vachement mieux. » Donc moi, je vais casser ce que je fais en interne et puis je vais le remplacer par ça. Non, vous ne faites jamais ça en DSI. Ce n'est pas votre genre. Et alors, quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué parce que les gens, ils n'aiment pas. Mais comment ça, tu me remplaces le système que j'ai mis 5 ans à maîtriser? Ah, mais tu verras, le nouveau, il va être vachement meilleur. Pour moi? Non, non, pas nécessairement pour toi. Pour tout le monde, il va être meilleur. L'approche du Lean est différente. Les meilleurs processus vont venir des savoir-faire et connaissances individuelles. Si vous avez des gens plus compétents, plus musclés de la tête, et vous leur posez les bonnes questions, ils vont créer des meilleurs processus. Ce n'est pas vous qui allez le faire. Vous allez les aider, mais c'est eux. Et l'astuce du Lean, c'est que pour monter les gens en compétences, on va pratiquer le Lean au sens où on l'a défini au début en termes d'exercice, en continu, sur leur poste de travail. Et donc on va arriver, c'est très difficile on n'est pas fait comme ça, nous. Nous, on cherche des solutions globales à des problèmes globaux. On a compris le problème, on veut une solution globale. Le système informatique est pourri, pas de problème. Je sais où en acheter un autre vachement meilleur. Je vais remplacer mon AS400 par SAP, j'en sais rien. On cherche des solutions globales qui vont régler le problème une fois pour toutes. Ce qui est très différent de ce qu'on est en train de dire là. On va chercher des solutions locales et on va essayer d'en tirer les bonnes conclusions. Donc attention, attention. Quand on achète des solutions toutes faites, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne veulent pas. Alors c'est agaçant, mais c'est quand même fréquent. Donc ça veut dire quoi développer les gens? On va les développer à 3 trucs essentiellement. La première chose, c'est qu'on va apprendre à chaque employé à analyser son... Là, j'ai mis le code, mais c'est pour faire semblant que je m'adresse à des gens dans les SI. C'est son travail, en fait, quel que soit son travail. Souvent, les gens connaissent très vaguement leur travail. On lui a dit, grosso modo, tu dois faire ça, grosso modo, tu t'y prends comme ça, puis tu te débrouilles. Donc la première chose qu'on va leur apprendre, c'est analyser le détail de leurs propres opérations. Ce qui est loin d'être évident. Il y a des codeurs ici quand même, ou c'est que des chefs? Vous êtes des boss ou des geeks? Ah, j'adore ce terme. J'ai appris tout à l'heure qu'il y a des boss et des geeks. D'ailleurs, on m'a demandé qu'est-ce que vous pensez des boss et des geeks. Je fais Donc, qui sont les boss? Montrez-moi les mains. Et qui sont les geeks? Donc, quand vous... Ah, il y a quand même pas mal de geeks. Bravo, bravo pour les geeks. Donc, quand vous êtes boss, imaginez qu'il faut demander à un geek d'analyser comment il code. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Ah non, mais tu comprends pas la magie. Et puis tu sais, il n'y a jamais 2 fois le même cas de figure. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Comme il n'y a jamais 2 fois le même cas de figure, je n'utilise jamais 2 fois les mêmes termes. Parce que ce serait trop simple, parce que si un autre geek devait reprendre mon programme, si j'avais la même nomenclature, il pourrait le lire. D'ailleurs, moi-même, parfois, quand je reprends les programmes que j'ai fait il y a 6 mois, qui font la même chose. Bon, vous voyez le truc. Donc le premier truc, c'est ça. Le deuxième truc qui est assez brutal, c'est que j'apprends aux gens à reconnaître les gaspillages qu'ils créent, soit dans leur travail, soit pour les autres. Alors, on est d'accord, messieurs les geeks, vos boss seront d'accord d'ailleurs. L'informatique ne crée jamais des gaspillages pour les usagers. Ne serait-ce que les gaspillages de temps, ça n'arrive jamais. Aucun de vous n'est agacé quand il y a un mode de paiement automatique et que la machine mouline. Moi, je suis rassuré. Donc, le deuxième truc qu'on fait, c'est que les gens doivent apprendre à reconnaître les gaspillages. Et ça, c'est pas facile, parce que si on leur dit que votre travail, c'est du gaspillage, c'est pas très sympa. Donc, souvent les gens pensent que le gaspillage est leur travail.
Il y a des gens qui font des back-office, du back-office un petit peu, des opérations de back-office. Souvent, dans les back-office, les gens pensent que le rework, c'est leur travail. Alors si on leur dit, mais non, si c'est du rework, c'est du gaspillage, ils ne vont pas être contents puisqu'ils font ça 70% de la journée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire des activités pour qu'ils comprennent progressivement, à force d'essayer d'éliminer le gaspillage, qu'ils commencent à distinguer ce qui est du gaspillage et ce qui n'en est pas. C'est très intéressant. Mais, donc la deuxième compétence que donnent aux gens, c'est de se rendre compte des conséquences de la façon dont ils travaillent. Alors, il n'y en a pas un qui se lève en hurlant en disant « mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, non ?» Monsieur, en système d'information, nous ne produisons aucun gaspillage. Non. Le troisième truc sur lequel on va développer les gens, et ça devient très très intéressant, c'est la résolution de problèmes, comme l'histoire de la panne, mais de la résolution de problèmes de manière à aller... Pas tant pour que le problème... C'est bien que le problème ne revienne pas, mais ce qu'on cherche surtout à développer, c'est la connaissance profonde des gens. La différence entre un expert et un novice, c'est essentiellement le novice réagit sur de la surface. Vous savez, les médecins du Moyen-Âge, quand vous aviez la rougeole, ils vous mettaient dans une pièce rouge. Parce qu'ils se disaient rouge, rouge. Ça devrait faire quelque chose. On fait des expériences aussi, vous savez, si on dit à des gens, on va mettre une balle dans un tuyau en courbe, quand elle sort, quelle est sa trajectoire? Les gens qui n'ont pas été aux écoles, ils vous disent, elle va continuer à... Même les gens qui ont été aux écoles, d'ailleurs. Il y a des énarques parmi nous? L'expert, lui, réagit totalement différemment. Il a en tête une structure mentale qui connaît les causes cachées. Donc, il ne va pas vous dire « Ah oui, oui, la Lune tourne autour de la tête. En fait, autour de la Terre, en fait, la Lune n'arrête pas de tomber sur la Terre, mais comme elle tombe moins vite que la courbure de la Terre, elle nous rate sans arrêt. » C'est pas très rassurant, mais... Non, il va vous dire que, vous savez, il y a des histoires de distance divisées par... C'est dans le sens de masse qui se multiplient, qui se divisent par des distances avec des coefficients au carré, ou des trucs comme ça. Donc il a dans la tête des concepts de structure qui lui aident à avoir une meilleure jugeote. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qu'on fait en apprenant aux gens à résoudre leurs problèmes jusqu'au bout. On ne le fait pas sur tous les problèmes. On choisit une chose à la fois, où on va aller dire, regarde, non, ce problème-là, tu vas me le résoudre beaucoup plus jusqu'au bout que l'après. Parce que ce qu'on développe, c'est sa connaissance profonde. Pourquoi ça paye, ça? Vous avez une idée? Ça paye massivement, ça. Parce qu'on a des gens qui sont moins obsédés pour faire les choses bien, ça c'est bien, mais sont surtout obsédés pour faire les bonnes choses. Et en entreprise, si on passait plus de temps à faire les bonnes choses plutôt que les faire bien, le compte de résultat, il n'est pas le même. Pensez à tous les projets qu'on a lancés. Non, mais à nouveau, vous, je suis sûr que ça ne vous arrive pas. Non, les projets d'engineering ou de développement qui sont lancés derrière, on ne fait rien. Non? Vous en avez vécu quelques-uns? Imaginez le compte de résultat si on ne l'avait juste pas fait. Et si on ne l'avait pas fait parce qu'on avait une meilleure jugeote pour se rendre compte que c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Donc, comment est-ce qu'on apprend? Puisque toute l'idée, c'est un système d'apprentissage. Là où le Lean est particulier et très intéressant, c'est que c'est très outillé. On n'apprend pas juste en disant on apprend. Il y a une méthode. La première méthode, c'est de standardiser ses propres modes de travail. Tout bêtement, à force de faire l'opération, vous la ferez mieux. Mais pour que ça marche, il faut la faire de la même façon. Or, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On a beau faire la même opération, qu'est-ce qu'on fait? On la fait à chaque fois de façon différente, dans le détail. Et du coup, on n'apprend pas. Moi, j'ai toujours mauvaise conscience de donner la leçon aux gens, parce que j'ai jamais eu de métier honnête. Je suis chercheur, puis je suis écrivain. J'étais skipper de bateau. Et quand on est skipper de bateau, il y a deux façons d'apprendre. Soit on se dit, bon, celle-là, cette connerie-là, je l'ai faite parce que je sais qu'on en fait des conneries. Le coup d'après, je vais essayer de ne pas faire la même. Mais il y a d'autres skippers qui, eux, tout ce qu'ils apprennent, ils n'apprennent pas. Tout ce qu'ils apprennent, c'est à récupérer plus vite. Et dans votre métier, regardez-les. Regardez les gens qui travaillent avec vous. Ça y est, je vois les têtes défiler, là. Il y a ceux qui font toujours la même bêtise, mais qui la récupèrent plus vite, parce qu'à force de la faire, ils ont l'habitude. Et il y a ceux qui, quand ils se sont fait choper 2 fois, la 3e fois, ils font différemment. Moi, je dois vous avouer, j'étais lent. Le premier coup, je me prends la porte. Ah, accident. Le 2e trou, je me prends la porte. Coïncidence. Le 3e coup, je me prends la porte. Ah, conjecture. Le 4e coup, ah, je vais me prendre la porte. Trop tard.
Et le cinquième, on évite. Le deuxième mode d'apprentissage, après, c'est ce qu'on appelle le Kaizen. C'est-à-dire que dans notre façon de fonctionner, on va demander aux gens de résoudre les problèmes locaux. On ne va pas résoudre le problème une fois pour toutes. On va résoudre le problème localement. On ne va pas essayer de faire la voiture électrique qui remplace toutes les voitures dans le monde tout de suite. On va se dire, vous savez, c'est quand même con que les voitures, quand elles freinent, on perd de l'énergie. Peut-être qu'on peut arranger ça. Vous voyez la différence de mentalité? Et ce qui va se passer, c'est que si on se trouve que plein de personnes résolvent le problème localement un peu de la même façon, on va essayer après d'en tirer les bonnes conclusions, et là, on va faire un changement radical. Et la Prius en est un excellent exemple. Tout le monde, l'industrie automobile n'a pas arrêté de dire, franchement, qu'est-ce qui nous emmerde avec ce truc? C'est pas une vraie innovation. C'est un truc qu'on sait plus tout. J'ai rencontré un ingénieur de chez GM qui disait, mais vous savez le moteur qu'ils ont dedans? La théorie a été co-développée avec GM. GM s'est dit, est-ce qu'on gagnera de l'argent là-dessus? Ils disent, jamais, on oublie. Toyota s'est dit, est-ce qu'on gagnera de l'argent là-dessus? Ils se sont dit, jamais. Par contre, il faut qu'on apprenne. Et le gars disait, on ne sait toujours pas, enfin c'était il y a 10 ans, il disait, on ne sait toujours pas s'ils gagnent de l'argent avec ou pas. Il disait, par contre, vendre des voitures de luxe sur lesquelles on gagne de l'argent, quand la perception est qu'on a perdu le leadership technologique, c'est pas simple. Donc vous voyez le mode d'apprentissage ici, c'est-à-dire que la hybride, maintenant tout le monde en fait, donc on a bien vu un changement radical, ça a fait évoluer les mentalités, on arrive au changement radical, mais on n'y est pas arrivé parce qu'un type génial est arrivé avec la voiture parfaite, on y est arrivé à cause du Kaizen. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire. On ne le fait pas souvent, on fait quand il y a un nouveau chef qui arrive, non, ça ne vous arrive pas ça? Le nouveau chef qui arrive, il dit « Ah, tout ça, c'est dans mon boîte avant, ma boîte avant, voilà ce qu'on faisait. » Non? Bon, je vois bien vos réactions que ça ne vous est jamais arrivé, ça non plus. Donc, on impose un nouveau process, parce que dans nos têtes de cartésiens, c'est la bonne chose à faire. Du coup, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? On a plein de problèmes à résoudre, parce que les gens n'aiment pas ça, puis localement, ce n'est pas adapté. Donc, il faut aller envoyer des équipes résoudre tous les problèmes de mise en place. Et puis un jour, on espère qu'on arrivera enfin au Graal de notre implémentation, c'est la standardisation de la procédure. Enfin, un jour, ils opéreront le système de façon standardisée. Donc, notre apprentissage, nous, on essaie de le faire par le haut. C'est learning by design, tandis que là, on est en train de parler de learning by doing. Ça vous parle un peu là où je suis? Parce que comme je ne connais pas très bien votre milieu, là, je ne sais pas si je suis... Bon? Et donc, tout ce qui est le TPS, ce n'est pas un truc à mettre en place, ça n'a pas de sens. C'est un système assez clair pour vous dire quels sont les problèmes qui vont nous permettre d'apprendre. Le problème qui va vous plaire, messieurs, dames, dans les systèmes d'information, c'est qu'on protège nos clients. On livre à temps et sans bug. Moi, je trouve que vous faites un métier formidable. Parce que quand on fait des trucs qui sont pour de vrai, et que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on se dit? Salaud de constructeur! Il m'a encore vendu un truc qui ne marche pas. Par contre, quand le soft ne marche pas, qu'est-ce qu'on se dit? Ah mince, j'ai pas dû savoir encore comment m'en servir. Ah, écoutez, je vous souhaite que ça dure longtemps, je ne sais pas comment vous avez fait. Mais non, c'est génial. C'est une manip superbe. Parce que nous, on se retrouve dans la situation difficile que le premier truc qu'on essaie de faire, c'est protéger les clients. Et protéger les clients, pour nous, ça veut dire que la bonne pièce doit être dans le bon camion à la bonne heure. Mon épouse, Dieu l'ait en sa sainte garde, achète pas mal sur Internet. Et puis parfois, elle achète 10 trucs, il y en a 9 qui arrivent. Évidemment, celui qui lui manque, c'est celui qu'elle voulait, là, tout de suite. Quand on était jeune, je disais, c'est ce qu'elle voulait pour aller sortir le soir, mais maintenant, c'est même plus ça, elle le voulait juste tout de suite. À mon âge, on ne sort plus. Et alors, quand on appelle le monsieur au bout de le téléphone, on lui dit, mais écoutez, ça va pas? Il dit, ah non, non, de quoi vous plaignez-vous? 90%. Et je lui dis, non, non, je vais vous expliquer. 0%. C'est radical, ce truc. Quand on décide une fois pour tout qu'on va avoir 0 manque de livraison, 0 défaut,
Et en ingénierie, ce qui est plus proche de vous que l'usine, mais en développement, le but dans le Lean, c'est 0 changement après le démarrage de la production. On prend la responsabilité des trucs, on se dit, on se l'impose. On se l'impose, on est sérieux là-dessus. Ben, je vais vous dire, ça change votre mode d'apprentissage. Alors pour y arriver, on va faire deux trucs. Deux trucs, c'est on va se dire, d'abord, qualité en premier, sécurité toujours. À nouveau, pas de débat. Et comment on va faire ça? On va dire, bah, écoutez les gars, dès que ça ne marche pas, vous arrêtez. Alors vous arrêtez pas, vous n'allez pas au café. Hein. Vous arrêtez le temps qu'il vous faut pour revenir en bonne condition. Ce n'est pas la peine d'avancer si on n'est pas en bonne condition. Alors c'est souvent très très rapide en fait. Et puis une fois que vous avez ça, vous allez réfléchir sur qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation-là. De l'autre côté, on devient obsédé par le lead time. Le lead time, donc c'est entre le moment où on a démarré le truc et le moment où on va le rendre. Et avant de réduire ça, ah, qu'est-ce que je me marre quand je vois ça dans les trucs d'ingénierie. J'imagine qu'en software, c'est pareil. On dit, bon, bah, les gars, vous êtes tous sûrs que vous pouvez mettre la main à couper, que quand vous avez démarré là, vous avez dit que ça arriverait là, on l'aura. Oui. Ah oui, oui. Oui, monsieur, on est sûr parce que ça fait 10 ans qu'on n'y arrive pas, donc ce coup-ci. Donc la première obsession, c'est de dire maintenant, quelle que soit la situation, on va mesurer, marquer à la culotte notre lead time, parce qu'on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour arriver à l'heure. Alors les boss, ils n'aiment pas ça. Parce que pourquoi on arrive en retard? Bon, généralement, on a fait des bêtises. On a mal compris un truc. Au niveau du cahier des charges, il y a des gens... j'ai jamais compris cette histoire de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. C'est les mêmes lettres écrites dans un sens différent, je crois. Mais il y a des gens là qui font les cahiers des charges ou pas dans la salle? Oui. Alors, vous savez comment planter un projet? Je sais que le projet va être planté quand le gars qui fait le cahier des charges, il dit maintenant, le chef de projet monte au créneau en disant j'ai besoin d'une décision. Il va voir son management, il dit je ne peux pas avancer, là j'ai besoin d'une décision sur ce truc-là. Ça vous arrive pas? Là, il faut décider. Donc le manager, qu'est-ce qu'il fait? Son métier, hein? Il est payé pour ça, donc qu'est-ce qu'il fait? Il décide. Attendez, si le gars est monté pour dire j'ai besoin d'une décision, c'est qu'il y avait un truc, où il y avait une ambiguïté, il n'avait pas compris un truc, sinon il n'aurait pas demandé. Donc qu'est-ce qui se passe après? Ah, ben on va jeter la moitié du projet. Ah, mais c'est embêtant parce que ça va nous donner du retard. Si on est sérieux sur le fait qu'on maîtrise le lead time, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, mettre tout de suite beaucoup plus de ressources. Et alors là, le boss, il dit attends, tu rêves? Nous, on fait du lean pour réduire les coûts. Qu'est-ce que tu racontes? Donc vous voyez, on est en train de se mettre dans un système de contraintes qui vous amène à définir vos problèmes de façon assez précise. Et la dernière contrainte, c'est d'améliorer l'environnement de travail par le travail standardisé et l'amélioration continue. Donc le système Lean qu'il faut apprendre à adapter dans chaque industrie vous permet de reconnaître ce qui est un bon problème d'apprentissage. Et c'est très rigoureux, c'est très outillé. C'est pas juste j'apprends parce que je trouve ça fun, c'est j'apprends parce que ça, il faut que je l'apprenne. Et généralement, c'est assez curieux parce que ça vous amène à des positions très contre-intuitives. Les gens adorent. Et ça, on le fait par une pratique qui est la suivante. Et c'est une pratique, à nouveau, c'est outillé, il faut apprendre à le faire. Premièrement, on va sur le terrain sans arrêt. C'est qu'on ne discute pas les trucs en salle, il faut aller voir. Faut aller voir. Alors vous, c'est génial parce que vous êtes dans un monde de virtuel, de machin, on a des équipes en Inde, qu'est-ce que tu veux que j'aille voir, etc. Enfin, n'empêche qu'à chaque fois qu'on a discuté d'un sujet en salle et que je leur dis là, je ne comprends plus rien, écoutez, je suis beaucoup trop hautement formé pour comprendre ce que vous dites. Emmenez-moi voir. Et on va voir. Et puis là, les gars, quand on va voir, ils sont toujours en train de vous raconter leur truc. Hein. Et puis, sur le terrain, il se passe complètement autre chose. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Puisqu'ils sont toujours en train de vous raconter leur truc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah ouais, mais normalement! C'est affreux. Donc on apprend, on va voir. Et puis sur le terrain, on apprend qu'on va visualiser ce qu'on fait. Alors on va mettre des trucs, alors dans vos cas, on va mettre des trucs, je crois Sandrine va vous présenter l'OBEA, c'est vous présenter les techniques de visualisation. Par exemple, moi le truc tout bourrin que je fais, hein, c'est je fais un planning et je mets les projets en ingénierie. Et la règle est simple, ça va vous faire marrer. La règle est simple, l'usine ne sait pas absorber plus d'un nouveau produit à la fois. Le bon sens des autres, c'est facile de voir quand ils sont complètement cons, non? Vous êtes d'accord? Une usine ne sait pas absorber plus d'un nouveau projet à la fois. Qu'est-ce qu'on fait en ingénierie? Ben, les projets qui vont bien, ils vont vite. Puis ceux qui ne vont pas bien, ils prennent du retard. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Hein?
bah, l'usine va se prendre les 10 nouveaux projets dans le même mois. Et elle brûle. Et après, ils disent, ah oui, ces gens de production, ils ne savent pas faire. Donc, rien que d'avoir un planning qui vous dit exactement, pas de ces trucs Microsoft Project, hein, excusez-moi, messieurs de Microsoft, un truc à la main qui vous dit, voilà le lead time tel qu'on l'avait prévu. Et qui vous dit, ah oui, mais il nous est arrivé ça, 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 donc voilà l'écart qu'on fait. Rien que de visualiser ça, ça vous montre tout de suite le degré d'écart par rapport à votre option de visualisation du lead time. Ce qui vous permet de réagir vite. Donc le deuxième truc qu'on apprend aux gens, c'est de réagir tout de suite. S'il faut dépenser des coûts exceptionnels, faites-le maintenant. N'attendez pas que ça crame. Et une fois qu'ils ont fait ça, on leur a appris à réagir, on va dire, écoutez, on va prendre un problème un par un, dans lequel vous allez aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Vous n'allez pas le faire sur tout, vous allez vous noyer. Mais déjà, un à la fois, vous allez prendre un problème où là, vous allez remonter, comme c'est la bonne idée, remonter aux causes profondes, de façon à apprendre. Et en faisant ça, la magie, c'est que vous allez améliorer vos pratiques de management. Et c'est assez curieux, d'ailleurs, quand on voit des boîtes qui fonctionnent avec du lean, on a du mal à reconnaître ce qu'ils font. Ça n'a pas une bonne tête. C'est très très bizarre. Parce qu'en fait, ils vont chercher des espaces qu'on ne connaissait pas avant. Donc l'enjeu, il est là. Dans cette salle, je ne sais pas combien vous êtes, j'ai du mal à compter. Mais grosso modo, sur 10 personnes, j'en ai un qui dit « mais bon sang, c'est bien sûr ». Où t'étais? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas dit ça avant? On a un deuxième qui est sérieux, il dit « oh là, je comprends rien à ton truc, mais visiblement, vu les résultats que tu as, il va falloir que j'apprenne ». Puis j'en ai 8 que je mènerai à côte botte jusqu'au bout parce que j'y arriverai jamais. Et la rupture, elle est là. Donc il y a des gens qui comprennent tout de suite que si je fais mes exercices le matin, si je fais mon programme de gym le matin, tout le reste va aller mieux. Donc je fais le Kaizen d'abord, et puis tous les autres qui vous disent « écoute, j'ai déjà assez de soucis, ton histoire d'amélioration, on le fera quand j'ai le temps ». Donc notre problème, c'est comment on fait cette rupture. Et de façon managériale, on a essentiellement deux grands thèmes. C'est qu'on va apprendre à challenger. C'est qu'on va pousser sans arrêt et développer. Et alors là, ce qu'il faut bien voir, ce qui est particulier au Lean, c'est qu'en fait, vous allez imposer, et ça, c'est pas drôle, hein, vous allez imposer aux gens leur rythme d'apprentissage. On aime bien apprendre. On aime bien apprendre quand c'est des sujets qu'on a choisis, quand on a le temps. Vous savez, quand on fait le tour d'une usine en Chine en faisant du Lean, ça met à peu près 4 heures. Le temps qu'on revient et qu'on va prendre dans le taxi pour prendre le vol, il vous dit « attendez, 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 c'est ça que vous vouliez voir ?» Oh, j'ai le taxi à prendre, puis ben non. Ça, c'est à prendre. Qu'est-ce qui se passe quand on revient au bout de 3 mois dans une usine en France? Tu sais ton truc, j'y réfléchis. C'est pas con. Ah bon? T'as fait quelque chose? Non, non, mais je suis en train d'y réfléchir. Ça, c'est notre apprentissage qu'on aime bien. On se donne le temps de réfléchir, d'aller voir ailleurs, etc. Puis quand on se sent prêt, on y va. Non, le Lean, c'est pas comme ça. Le Lean, vous allez avoir un rythme d'apprentissage par le challenge. On va vous dire, le sujet que vous devez apprendre, c'est celui-là. Et deuxièmement, il faut le faire maintenant. Puis les gens vous disent toujours, mais on n'est pas prêt. Je vous dis, c'est pas grave, faites-le mal. Puis à force de le faire mal, vous ferez mieux. Donc c'est un rythme d'apprentissage qui est très soutenu et très très différent de la plupart de ce qu'on fait dans nos entreprises. Développer, ça veut dire quoi? Et ça, c'est très important parce que vous entendrez sans doute parler du Lean de certaines grandes entreprises qui, moi, me fait hurler. Parce que le pilier développé, ça veut dire qu'on prend la responsabilité du succès de chacun. Chaque employé de l'entreprise a le droit de réussir. Pas le devoir, le droit. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'on vous regarde tous dans une entreprise, et vous, madame, comment est-ce que vous réussissez chaque jour? Et deuxièmement, comment est-ce que vous réussissez votre carrière? Et comment on s'organise pour? Alors, ce n'est pas nécessairement du bon cœur à l'état gazeux, hein, ce n'est pas nécessairement soft, parce que la réussite, c'est dans un cadre d'apprentissage. Donc effectivement, quand on a des gens qui ont des difficultés d'apprentissage, par exemple moi, vous voyez, les sillons sont creusés. Ce qui est bien d'être un prof, c'est que je n'aurai plus jamais à apprendre quoi que ce soit, puisque je sais déjà tout. Donc quand on a des gens qui ont des difficultés d'apprentissage, c'est dur. Par contre, pour les autres, ça avance très vite. Alors, les implications dans le SI. Un truc très fort en Lean, c'est que l'humain reste menant. Toujours. Je me souviendrai toujours de cette visite d'une usine de Toyota, pas en France. Et on voit un robot, vous savez, ils enlèvent les portières avant la peinture, ils les remettent après.
et on voit un robot qui met la portière. Mais dans les autres usines, il y a juste le robot. Là, il y a un type. Il y a un gars qui est là et qui utilise un robot beaucoup plus simple, parce que c'est lui qui le mène, donc c'est juste un bras articulé parce que la portière est lourde, pour mettre la portière. Puis il y a quelqu'un qui lui demande au gars, mais attendez, enfin au chef qui est avec nous, au boss. Il lui dit, mais attendez, vous savez l'automatiser? Il dit, oui, oui. Nous aussi on sait le faire, pourquoi vous mettez quelqu'un? Il dit, vous savez, pour nos clients, le sentiment de bien fermer une portière, c'est très important. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pas que le bruit, c'est ce sentiment que ça claque. Par exemple, dans les nouvelles voitures, là où il faut appuyer sur des boutons pour que les portières se ferment, ça a l'air vachement bien la high-tech, mais on perd, quoi. Ça vous agace pas, quelqu'un, une voiture comme ça? Vous savez, avec les portières latérales, là, il faut appuyer sur le bouton. C'est super agaçant, pourquoi? Parce que c'est long, parce que ça fait pas, on n'a pas la satisfaction du clac. Et donc, ce qu'il vous dit, c'est que le clac, c'est important. Et ça, aucun robot au monde ne saura reconnaître ce sentiment. Il faudrait qu'on ait un mot pour ça, d'une portière qui claque bien. Donc, on met quelqu'un, parce que ce monsieur, son job, c'est de garantir que ça claque bien. T'as raison. Il n'y a pas de son métier. Donc, l'outil doit aider l'humain en soulageant la pénibilité et en permettant d'identifier là où il a des zones à problème. Parce que parfois, les systèmes sont trop fins, il faut bien aider l'humain. Mais surtout, l'outil n'a pas besoin d'être babysité. Or, nous, on pense complètement dans l'autre sens. On fait un truc totalement automatisé, puis il y a des trucs qu'il ne sait pas faire parce qu'il n'est pas assez flexible. Donc, on lui met des esclaves pour qu'il arrive à tourner. Heureusement, on ne fait pas ça avec les systèmes d'information. Donc, par exemple, dans le développement de produits, on voit deux process. Là, je travaille beaucoup avec des ingénieries, et on voit partout ça. Le développement du projet, donc ils font des pièces, ils ne font pas des systèmes, ils font des pièces, est défini par un workflow unique. Tous les projets doivent passer dedans, avec des gate reviews, avec des checklists préformatées. Vous voyez le truc un petit peu, non? Vous voyez le truc, non? Vous ne faites pas ça, vous? Donc les gate reviews sont définis, les checklists sont imposés, et tout le monde doit passer par le même truc. Vous êtes d'accord que ça nous garantit d'avoir des produits qui plaisent aux clients? Non? Quelqu'un a eu des convenus? Je me souviens d'un truc comme ça, on avait fait ça sur c'était une planche de bord, et c'est une planche de bord de moyenne... On avait l'habitude de faire des planches de bord de moyenne gamme. Puis là, on était très contents, les mecs, ils étaient très contents, ils avaient décroché un contrat avec une bagnole de luxe. Puis ils avaient fait leur process parfait, puis ils sont arrivés avec le premier proto, ils nous ont dit, ah non, attendez, vous n'avez pas compris, ça c'est très bien, mais c'est une planche de bord de moyenne gamme, nous on fait du luxe. Vous avez le droit de recommencer. Par contre, dans le Lean, c'est le chef de projet qui définit son mode de management. Il va y avoir des gate reviews, il va y avoir des phases, mais toutes les revues, etc., c'est à lui de définir comment il veut manager son projet. Sachant que les petits projets, les gros projets, les plus ou moins complexes, ne vont pas se manager de la même façon. Deuxièmement, c'est chacun qui doit tenir ses checklists. Ce n'est pas le système qui vous les impose. Dans votre département de spécialistes, c'est à vous qui avez la responsabilité de tenir vos checklists pour savoir ce que vous faites. Je ne sais pas si ça vous parle, ça vous éclaire un peu la différence, on n'est vraiment pas dans le même univers mental. C'est deux paradigmes. Soit on veut développer l'expertise et éliminer les causes de coûts, soit on veut éviter les erreurs et couper les coûts. Allez, montrez-moi à main levée, juste pour vous réveiller, là, parce que je sens que l'énergie baisse. Hein. Qui est dans le premier? Chez vous, vous êtes comme ça? Dans vos boîtes, là? Ouais? À Octo, ils sont comme ça, on les applaudit, messieurs, dames. Et on les remercie de nous inviter. Qui est dans le deuxième? C'est tout? Les autres s'y reconnaissent pas du tout. J'ai loupé mon coup, là. Donc la question, c'est quel type de ressources il faut mettre en œuvre. Et donc, par exemple, sur la conception des SI, on va faire quelque chose de très différent. En termes de SI, ce qu'on veut, nous, c'est résoudre le problème principal de l'utilisateur. Moins de fonctionnalités. Oui, je sais, messieurs les geeks, moins de fonctionnalités. Quand je fais Google, tout ce que je veux, c'est Google, et en plus, il est intelligent, parce que quand je me trompe, il corrige pour moi.
Quand j'ouvre un truc où on me donne les résultats du foot, moi je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Moins de fonctionnalités. Par contre, on résout les problèmes d'usage. Et dans le développement des SI, c'est analyser les opérations de conception, identifier les principaux gaspillages que nous n'avons pas, et résoudre leurs problèmes par leurs causes profondes. Donc un système SI classique, c'est essentiellement, on va essayer d'automatiser la décision pour les idiots. Il va essayer d'élargir l'acquisition d'informations et le stockage. Il va essayer de centraliser la coordination. Je ne sais pas, non, peut-être que j'ai tort, hein. Moi c'est ce que je vois dans les ERP, des trucs comme ça. Hein. Il va évidemment essayer de réduire vos coûts. Et vous menez le changement avec ça. Chaque nouvelle release doit faire évoluer l'entreprise. Bon, enfin, une fois que c'est là, c'est fini. Dans le monde Lean, on va automatiser un usage pénible. On va donner de la visibilité. On va permettre aux gens de simuler l'effet de leurs décisions. C'est très différent. On leur donne des engins de simulation pour qu'ils voient l'effet. On va monitorer les points critiques et surtout, on va permettre le Kaizen. Donc, quelles sont les implications du Lean pour le développement des SI? En fait, vous avez... Qu'est-ce qui fait de l'agile et de l'extreme programming chez vous, là? Ah mince! Moi, j'espérais qu'on vous reconnaîtrait à vos t-shirts crades et... C'est plus la mode? On me raconte n'importe quoi. Montrez-moi les baskets! En fait, c'est vachement bien. Je connais des gens qui font ça, c'est super bien parce que c'est déjà plein de techniques du Lean, le test online, les runs, etc. Par contre, on garde les mêmes problèmes de savoir si au bout du compte, est-ce qu'on a donné le produit que le client voulait. Parce qu'en fait, souvent, le client vous dit des bêtises. Il ne sait pas lui-même ce qu'il veut. Deuxièmement, ça réduit les coûts considérablement. Mais ça ne satisfait pas nécessairement mieux le client. Et surtout, ces méthodes-là, curieusement, ne développent pas nécessairement les programmeurs. Parce qu'on ne les encourage pas à aller jusqu'à cette résolution de causes profondes. Ils apprennent simplement par la répétition. Donc le management Lean, qu'est-ce que c'est? 1, prendre la responsabilité. Bon, déjà, c'est là que la salle se lève et dit « Ah non, non, il n'en est pas question. » Qu'est-ce qui m'arrive si je prends la responsabilité d'un problème dans ma boîte? Soit je le résous vite, soit je me fais flinguer. Deuxièmement, aller sur place et observer dans le détail. Ah, il n'y en a pas question, je suis beaucoup trop occupé. Vous ne comprenez pas le travail que j'ai. Il faut que je remplisse mes timesheets et tout ça. Comment voulez-vous que j'aille sur place? Troisièmement, bien comprendre le problème. Et surtout, est-ce qu'on est sur le bon problème? Quatrièmement, un truc qui est très étonnant, c'est qu'on ne va pas le résoudre nous-mêmes. On va chercher du leadership local pour développer les gens. Une fois que j'ai compris le problème, qui doit le résoudre? Sixièmement, on va garder les gens dans la direction. Continuez. C'est par là qu'on veut aller. On les garde dans une direction claire, et à nouveau, il y a plein de techniques pour le faire. Et c'est ça qui va vous permettre de radicalement transformer vos process. Et radicalement, ce n'est pas faire la même chose différemment. Ce n'est pas prendre les slides de votre ancienne boîte et faire la même chose qu'elle fait la boîte faire actuellement, mais différemment. Non, non, c'est radicalement. C'est d'aller chercher des solutions organisationnelles qui n'existent juste pas, qui vont être adaptées à votre cas présent. Alors, donc j'ai pas le droit de leur dire comment se lancer. Vous voulez que je vous dise comment se lancer ou pas? Ça va pas vous plaire en plus. Alors, ce qui est très très chiant dans cette histoire, il y a quand même un énorme problème sur le Lean et pour le développement du Lean, c'est que la porte d'entrée est extrêmement étroite. Comme c'est un mécanisme d'apprentissage, on ne sait pas le faire sans un prof. C'est comme les maths. On a tous appris avec des mauvais profs, vous n'avez pas besoin d'un bon prof. Mais il faut un prof qui gère justement l'apprentissage. Deuxièmement, il faut aller sur le terrain sans arrêt. Et on va construire progressivement, ce que Sandrine va vous montrer avec l'OBEA, c'est le système de management visuel qu'on ne va pas plaquer, mais que les gens eux-mêmes vont construire, qui correspondent à leurs vrais problèmes. Et puis on va encourager le Kaizen. On ne va pas résoudre les problèmes pour eux, mais on va dire là vous avez un problème, regardez votre système de management visuel vous montre le problème. Donc là, allez-y, essayez. On verra bien, essayez. Et on va apprendre aux gens à de mieux en mieux résoudre leurs problèmes. On va les suivre évidemment pour voir si ça marche. Et toujours l'idée, c'est qu'on va radicalement améliorer les process si on tire les bonnes conclusions. Donc, ça y est, vous êtes débarrassé de moi, je vous lâche avec une idée fondamentale qui est le paradigme. Les bons produits et les bons services ne sont pas faits par des systèmes plus organisés.
Je sais que c'est surprenant quand on voit de l'industrie, de l'image qu'on a de Toyota, mais Toyota est dans l'ensemble pas mieux organisé que GM. Ils ont des process beaucoup plus robustes. Donc ce ne sont pas les systèmes qui font les produits. Ce qui fait des bons produits, c'est la vision et la conception des gens qui ont le produit et la compétence individuelle des gens. Donc ce qu'on fait en lean management, c'est qu'on organise de façon assez musclée, c'est vrai, mais la montée en compétence de tout le monde. Pas juste moi et les 10 cerveaux autour de moi et toutes les mains, mais je veux tous les cerveaux. Et le système organisationnel que je construis, c'est pour obtenir tous les cerveaux. Merci beaucoup. Tiens, on a le temps pour les insultes ou pas là? 5 minutes de questions. Les 5 minutes vont vite, vite. Ah, allez-y. Est-ce que les gens que vous allez voir vous disent pas, mais c'est déjà ce qu'on fait? Oh là là. J'essaie de répondre, je ne sais pas comment dire. Ça ne m'arrive pas. Les gens qui viennent me voir ont généralement tout essayé sauf ça. Puis à force, quand ils viennent me voir, ils sont déjà largement dans la démarche. Donc ce sont des gens qui se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient, ça ne suffisait pas. Mais de ce point de vue-là, je suis dans une position un peu particulière, que comme je suis très désagréable et assez hardcore, les gens qui veulent juste essayer, c'est pas moi qui vont venir voir en premier. Oui? Qu'est-ce qui a merdé chez Toyota? Je ne suis pas sûr que quoi que ce soit ait merdé chez Toyota. Bon, premier truc, penser qu'on peut mettre General Motors en faillite aux États-Unis et qu'il ne nous arrivera rien. Toyota n'est pas fait pour résoudre des crises globales. Les problèmes, on a fini par comprendre les problèmes qu'ils avaient réellement. Je vais vous dire ce qui a merdé, maintenant que j'ai réfléchi. Je vais vous dire ce qui a merdé. Ils ont réussi à convaincre les gens, nous, tout le monde, qu'une voiture pouvait être safe. Donc vous mettez plusieurs tonnes de métal en mouvement dans les gens de personnes de 7 à 77 ans, et vous pensez que ça doit être sécure. C'est ça qu'ils ont fait. Donc je trouve que c'est un juste retour de bâton. À un moment donné, on leur a dit, mais non, regardez, vos voitures, elles ne sont pas si safe que ça, dit-il en ratant une marche. Une fois qu'ils ont... Donc on a des problèmes de sécurité dans l'industrie tout le temps. Ces problèmes tels qu'ils ont eus sont des problèmes... Le problème de la pédale d'accélérateur, allez, tenez-vous bien, c'est un composant qui, dans des conditions d'humidité forte et de réchauffement rapide, est un peu sticky. Bon, je peux vous assurer que tout le monde a des problèmes comme ça. C'est monté à un épingle à un moment donné pour des raisons médiatiques. Ce qui est très vrai, c'est que la force de Toyota ne leur permet pas de résoudre globalement, rapidement, des problèmes d'image. Quand ils vous disent qu'on avait du mal à lier les liens dans le monde, c'est sans doute vrai, parce que, comme je l'ai dit, c'est comme sur les stocks. Ça se trouve, ils n'ont pas de système intégré. Ils ne réfléchissent pas comme ça. Deuxièmement, quand s'il faut dire, comme la bonne façon médiatique de résoudre la crise, c'est de dire « Bonjour monsieur, vous vous souvenez pas des Monty Python, non? Bonjour monsieur, on vous appelle monsieur Contradiction. » Absolument pas. Donc la seule façon de résoudre une vraie crise de sécurité, c'est de dire « Mais quel problème? Il n'y a aucun problème. » Or, Toyota sont dans une mentalité qui est sans arrêt problems first, problems first, problem first. Donc en fait, ce qui leur est arrivé, c'est une conjonction un peu malheureuse d'une culture qui n'est pas prête à gérer des crises médiatiques, puisqu'ils n'ont jamais été bons à ça, et du fait qu'ils se sont fait choper sur un truc, et c'est très très bien, parce que ça va leur faire les pieds. Ceci étant, vous savez, Toyota a toujours été mal aimé. Hein. Moi, je les étudie depuis 17 ans maintenant. Personne n'a trouvé que c'était une bonne boîte. Tout le monde a toujours trouvé que leur voiture était moche et puis qu'on ne savait pas très bien pourquoi les gens les achetaient. Et puis là, il y a eu, à partir de 2001, il y a eu une espèce de période de grâce où ils marchaient sur l'eau. Donc on est juste revenu au standard. Hein. Une dernière question peut-être?
Est-ce qu'il y a des tangibles en termes de mesures qui permettraient de dire la qualité s'est améliorée, la gestion des stocks s'est améliorée? Est-ce qu'il y a vraiment des choses oui, tout à fait. flagrantes qui le démontrent? Tout à fait. À nouveau, le problème du lean management, c'est de distinguer ceux qui le font bien et ceux qui disent qu'ils le font mais qui ne le font pas bien. Mais on a des chiffres récents sur des fournisseurs justement de Toyota aux États-Unis et qui vous disent, donc vous avez 15% de productivité meilleure que les copains, 50% de réclamations en moins et 25% de stock en moins. Donc imaginez le cash. Donc il n'y a pas photo. Quand vous voyez des gens qui font du lean management correctement, tel que j'ai essayé de vous en parler, les résultats sont spectaculaires. C'est d'ailleurs pour ça que le lean existe depuis 20 ans et ne disparaît pas. Parce que chaque année, on a toujours un ou deux malades qui s'y mettent à fond et qui donnent des résultats spectaculaires et qui le racontent à tout le monde. Et par rapport à tout ça, on a tous les autres qui essayent de le faire un petit peu quand ils ont le temps. Ou, surtout, l'erreur principale des chefs, c'est de le déléguer. Ils disent « Ah, c'est super le lean management, tiens, va me monter une cellule lean management et va faire du lean. » Et donc on a une espèce de milieu qui se perpétue avec chaque année, il y a des résultats spectaculaires. Parce que quand vous faites chaque année 15% de productivité de mieux que les copains, etc., au bout de 3-4 ans, ça va se voir. Hein. Et puis plein de gens qui essayent et qui sont très déçus. Dans le domaine de l'IT, quelle est la pénétration du lean? IT? Information, quelque chose? Je plaisante, j'ai aucune idée, je ne connais pas le domaine. Et les nombres de DSI qui se sont mis, quoi, par exemple. Moi, personnellement, j'en connais aucun. Mais non, ceci étant, ça ne veut rien dire parce que les patrons de boîtes qui se sont mis au lean dans l'industrie, et alors qu'on sait que c'est la solution depuis 20 ans, je les compte sur les doigts de deux mains. Ça ne veut rien dire. C'est juste que je ne les connais pas parce que je ne suis pas dans le domaine. Mais on a fait tous les 6 mois, j'organise une conférence sur le lean vrai qui sont la Grèce, dans les usines, etc., à Télécom Paris Tech. Et ça fait mal au cœur parce que la dernière intervention qu'on a eue, c'est comment un équipementier a sauvé une usine. Ils ont ramené les coûts d'une usine en France au coût chinois, sachant qu'ils n'ont pas joué sur les transports, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le coût d'un transport en bateau au Shanghai à la France, c'est à peu près la même chose qu'un Paris-Lyon en camion. Hein. Donc, et c'est vraiment en travaillant sur le lean, donc ils ont sauvé l'usine. Donc moi qui vis la longue défaite industrielle, parce que quand on perd l'usine, on perd la conception. Quand on perd la conception, on perd le business. Quand on perd le business, messieurs, dames, on perd le SI. Mais ça va arriver un peu plus lentement. Espérons-le. Mais c'est super frustrant parce que la méthode, elle existe, mais comme je vous dis, la porte est étroite. Et il va se passer la même chose en SI. Moi, je suis prêt à parier que dans les années qui viennent, vous allez avoir quelques DSI complètement malades qui vont venir à une conférence comme celle-ci, qui disent, vous savez quoi, j'ai fait du lean, mais vous êtes con de ne pas le faire? Regardez les résultats que j'ai. Et puis tous les autres qui vont dire, ah ouais, tiens un truc, tu veux pas aller me monter un programme lean? Je crois qu'il faut que je m'arrête. Merci beaucoup. Merci beaucoup.